Sur le littoral picard, les estuaires de la Somme et de la Maille se rejoignent pour former la baie de Somme. Elle couvre 70 km². Des vasières, des plages de galets, un massif dunaire parmi les plus grands d'Europe composent ce paysage entre terre et mer. À chaque marée, la mer pénètre en baie de Somme, mais au fil du temps, au fil des années, elle arrive de moins en moins loin dans l'estuaire qui se comble. Il connaît un phénomène d'ensablement qui a pris une telle ampleur aujourd'hui qu'il est question de rendre à la mer les terres que les hommes ont gagnées sur elle depuis le Moyen-Âge. Et c'est cette histoire entre deux eaux, ce combat, où se joue l'avenir de ces paysages que je vais vous raconter. À long terme, les estuaires finissent tous par s'ensabler naturellement. Mais ici, la construction de digues à partir du XIIe siècle a accéléré le processus. Aujourd'hui, seules les grandes marées d'équinoxe recouvrent encore la baie. Jean-Michel Deliger, responsable de l'association Promenade en baie de Somme, me guide à travers les méandres de l'estuaire, juste avant la marée montante. Le courant de l'eau, pour l'instant, est dans ce sens-là. Et oui, pour le moment, il est dans ce sens-là, mais il va s'inverser, et c'est justement ce qu'on appelle le flot. Et nous, on va aller à la rencontre du flot. Et vous allez voir que ça va être assez spectaculaire, puisque les bancs de sable vont se recouvrir très très rapidement. Il faut dire que la mer va arriver ici à une vitesse de 3 mètres secondes. En quelques secondes, le paysage change complètement, complètement. Un jour comme aujourd'hui où les marées sont plus importantes, marée de Vivo, là, le spectacle est complet. Il commence à arriver. Voilà les premiers oiseaux qui arrivent. Et ça veut dire qu'ils sont chassés par l'eau qui monte? Ils sont chassés par l'eau qui monte parce qu'ils se nourrissent sur les vasières, ils trouvent la nourriture, alors des mollusques, des vers, et tout ça, forcément, comme les vasières vont être recouvertes, les oiseaux n'auront plus de terrain pour se nourrir. On appelle ça des terrains de gagnage d'ailleurs. Alors, il y a un très beau texte qui explique ce qu'est le flot. Ici, au XIXe siècle, il y a un chroniqueur parisien, mais qui est né au Crotoy, qui a dit « c'est d'abord un murmure qui s'enfle, qui tonne, qui gronde. C'est un petit ruisseau sorti de n'importe où, du bout du monde, qui brusquement s'étend en une nappe écumeuse, blanchâtre, et c'est ce qu'on va voir. » Alors évidemment, le danger en baie de Somme, c'est toujours que l'eau encercle les gens. Après, il faut un hélicoptère pour faire l'hélitreuillage. C'est pour ça qu'il faut avoir quitté la baie 3h30 impérativement avant la marée haute. Donc dans 2 heures, toute cette partie-là... Tout va être couvert, oui. La baie de Somme connaît les plus importants coefficients de marée de la Manche. Le marnage, la différence de hauteur d'eau entre marée basse et marée haute, peut atteindre 10 mètres aux équinoxes de printemps et d'automne. Et là, on est dans l'eau. Là, on est dans l'eau. On essaye de doubler le front. Oui, on va peut-être plus passer par là. Pour éviter de se faire piéger par la montée des eaux, Jean-Michel prend le chemin du retour à travers le Shore. Alors, nous sommes dans le Shore, là. Et le Shore, c'est un mot d'origine flamande qui signifie présalé, tout simplement. Est-ce que ce paysage est un paysage naturel? Alors, ce qui appartient à la nature, c'est que la mer arrive, on l'a vu à la vitesse de 3 mètres secondes, qu'elle apporte des sables en quantité,
quand elle repart, elle est beaucoup plus paresseuse et du coup, elle nous abandonne joyeusement, généreusement les sables. Après, il y a l'homme. Il a qu'une idée, c'est d'agrandir ces terrains d'élevage et de culture. Donc on va faire ce qu'on appelle ici des renclotures. Alors ça s'appelle ailleurs des polders, nous, ce sont des renclotures. On fait des digues et on arrête la mer. Et du coup, on va pouvoir mettre des vaches, etc., tout ça de notre côté. Donc ce sont des terrains gagnés sur la mer. Donc la baie est vraiment en train de se combler. Ah, totalement, bien sûr. Et alors il y a un facteur qui va aggraver tout, c'est cette plante, c'est l'aspartine, une sorte de chien-dent de l'estran. Et quel rôle ça joue dans l'histoire? Avec des rhizomes très très puissants, un système radiculaire. Les racines Bien sûr, racines et rhizomes, tiges souterraines, donc ça fixe le sédiment. Et de plus, les feuilles vont arrêter le sable, donc piéger les grains de sable et faire monter le niveau du sable de 2-3 cm par an, ici à peu près. Et donc c'est une espèce envahissante. Une espèce très très envahissante et qui fait avancer le shore. Alors le shore, je rappelle que ce sont les molières avec 2 ailes, des terres molles ou des terres mouillées, hein, toutes les terres végétalisées. Hein. Eh bien le shore va avancer de 15 hectares par an, ce qui était énorme. Et la végétation qu'on trouve ici, elle est spécifique à l'endroit? Alors, ce sont des halophytes, hein, c'est-à-dire que halos, en grec, sel, phytose végétale, donc des végétaux. Ce ne sont pas des algues, hein, ce sont des plantes qui vont pouvoir supporter l'osmose, lutter contre l'osmose, n'est-ce pas? Porter le sel, ouais. Donc, concentrer les sels minéraux. Alors, il y en a une devant nous, très jolie, fleurie, tout ça. C'est un astère, l'astère maritime. Non seulement c'est joli, mais c'est aussi ça se mange? succulent. Oui, dans les deux sens du terme. Succulent, gorgé de sucre, et succulent. C'est délicieux. Succulente et salée. Et salée, évidemment. Ça, forcément, puisqu'elle a concentré les sels minéraux. Et tout ça, ça se mange, là? Alors, presque tout, pas tout. L'aspartame n'en mange pas. Et par contre, j'ai la salicorne, par exemple, ici. Ah oui, Et les au quatrième, c'est bon. cornichons de la mer. Ça se mange comme des cornichons au vinaigre, ça se mange comme les haricots verts, à la vapeur, à la poêle, aux casseroles, tout. Ça se mange en salade aussi. C'est riche en vitamine C et c'est un antiscorbut puissant. Ici, c'est la santé à nos pieds. Hein, ouais, voilà. Les pieds dans l'eau aussi. Et Peut-être qu'on va s'échapper parce qu'on va finir par rester là. Ça va être la soupe, là, bientôt. Ah, moi, je suis en limite de botte, moi. Ça va aller. 90% de la production de salicorne en France sont récoltées en baie de Somme. Elle est cuisinée dans les bons restaurants de la région. Pascal Lefebvre, un ami de Jean-Michel, est restaurateur au Crotoy, au nord de la baie. Pascal, on a ramassé ça avec Jean-Michel ce matin, on peut faire quelque chose? On va la préparer avec les coques de la baie, qu'on appelle également hénon dans la région. Pour les ramasseurs, c'est plus le hénon que la coque. Et alors c'est la saison, ça? Oui, c'est la saison. C'est vraiment le début de la saison. La pêche aux coques met en route tout juste. Donc ça va être les premières coques avec les dernières salicornes. Je pense que c'est le bon moment pour faire quelque chose de sympa au niveau de la recette. Vous allez voir, vous allez goûter, ça vaut vraiment la peine. Donc on va juste mettre les salicornes à revenir un petit peu dans l'huile d'olive. Les salicornes en premier. Ouais, les salicornes en premier parce qu'ils vont avoir besoin d'une cuisson un peu plus longue. Voilà. Et là, on va rajouter les coques, simplement. Voilà. On va tout ouvrir. Et je vais juste mettre une petite goutte d'eau, créer une vapeur qui va nous aider à ouvrir les coques. Quand c'est ouvert, c'est cuit. Voilà. Donc c'est une cuisson très très rapide. On va le goûter avec les doigts. Tiens. Allez-y. La salicorne. Vous voyez, sans avoir ajouté aucun assaisonnement, ce goût salé. Et il manque de rien. À la fois frais et iodé. Saint-Valery-sur-Somme est l'un des 3 petits ports qui bordent la baie.
Ces maisons bourgeoises du 19e siècle témoignent de la grande époque balnéaire de la ville. À quelle époque Saint-Valery, la baie de Somme deviennent des destinations touristiques prisées? À partir de la fin du 19e siècle, vraiment, l'essor du tourisme balnéaire en fait, commence à arriver sur Saint-Valery et sur la baie de Somme en, fait, en général. C'est une destination balnéaire ici? Oui, grandement en fait. Alors il y a deux choses. Il y a vraiment la grosse partie balnéaire, on est en bord de baie et ça vraiment on le voit, on le vit. Et il y avait aussi le tourisme cynégétique. C'est quoi? C'est la chasse en fait. Dans le quartier du Courguin, ainsi nommé en référence au maigre salaire que percevaient autrefois les pêcheurs, les rues étroites descendent vers le port. Julien Rebillard est le coordinateur du chemin de fer de la baie de Somme, l'une des attractions touristiques de la région. En 1852, la Compagnie du Nord fait construire une ligne de chemin de fer qui traverse l'estuaire. Un siècle et demi plus tard, Saint-Valery et le Crotoy sont toujours reliés par un train à vapeur. Le passage du train a toujours arrêté la marée? Alors non, pas complètement. Au début, à l'origine, donc dans les années 1850, quand le premier chemin de fer relie Saint-Valery, c'est une estacade en bois qui est construite. On la voit sur cette carte ancienne. Voilà, c'était une longue estacade d'1 km 400. Donc il y avait quand même déjà une digue qui amorçait et d'un seul coup la digue s'arrêtait et dans la continuité de la digue, vous aviez un passage qui permettait le flux et le reflux des marées. Donc la mer passait de l'autre côté avant? Oui, tout à fait, voilà. On avait un mouvement de la mer. Et à quel moment la digue a été construite pour faire passer le train? Eh bien en fait, en 1911, il faut faire un choix entre soit aménager de nouveau l'estacade qui commence à présenter des signes de faiblesse, ou alors une autre possibilité de faire une levée de terre. Levée de terre, ce n'est plus moins qu'une digue en fait, hein. Et cette digue sera réalisée en 1911. Depuis 1911, la digue ferroviaire bloque définitivement le travail de chasse naturelle des sédiments qu'effectuaient les marais sous l'estacade en bois. À l'époque où l'eau passait encore d'un côté à l'autre du chemin de fer, nombre de peintres ou d'écrivains célèbres ont emprunté ce train, comme Colette, Anatole France, Toulouse-Lautrec ou encore Jules Verne. Maintenant, effectivement, l'échange direct par les marées est impossible. Il se réalise encore par les eaux, en fait, vraiment ces eaux saumâtres. Il y a encore en fait ici des zones marécageuses. Mais la mer ne rentre plus dans tous ces espaces. On voit bien ici ce cône rétrécissant qui allait jusqu'à Abbeville. Le phénomène des marais se faisait sentir jusque-là. Donc ça, c'est le domaine maritime, et ça, ce sont les terrains agricoles. Exactement, qui aujourd'hui sont en fait des espaces libres. Hein. Vous voyez, vous avez une faune et une flore absolument fantastique, incroyable, qui vient au rythme des saisons profiter de la baie. Et de l'autre côté, alors là, on n'est plus au rythme des saisons, on est carrément au rythme des marais. Parce que si aujourd'hui, au moment du passage du train, vous avez les molières qui sont très visibles, vous avez ce qu'on appelle les rios, ces espèces de petits fleuves, vous voyez, ces petits ruisseaux là. Voilà, ça sont les rios. Dedans, vous avez la mer en fait qui est présente, qui vient jusque là. Et à marée haute, par gros coefficient de marée, tout simplement ici, vous avez les pieds dans l'eau. La mer vient jusqu'ici. Autrefois, voiliers et bateaux de pêche pénétraient jusqu'au fond de la baie. Aujourd'hui, ils s'engagent rarement au-delà de l'embouchure. La plupart des pêcheurs de crevettes se sont tournés vers le port de Dieppe, qui donne directement sur la Manche. Les rares à être restés en baie de Somme sont inquiets pour leur activité. À terme, la baie menace de se refermer. Pour tenter de maintenir l'activité du port du Hourdel, un projet a été lancé. Vincent Bavedin est géographe en charge du dossier de dépoldérisation. Comment est née cette idée de dépoldérisation? Parce que c'est quand même pas courant comme procédé. Cette dépoldérisation-ci, elle est très particulière, elle s'inscrit dans un objectif hydraulique. L'idée est née en 2001 au comité interministériel d'aménagement du territoire dans le cadre du maintien du caractère maritime de la baie de Somme.
La baie de Somme se comble, c'est chaque année 700 000 m3 de sédiments qui s'accumulent, et ça bloque l'accès au port des bateaux de pêche du principal port du Hourdel qui est là. Donc l'idée de la dépoldérisation, c'est de permettre, par l'effet de chasse, de désenvaser le port. Alors que je comprenne bien l'effet de chasse, ça veut dire qu'on permet à l'eau de s'accumuler de ce côté-ci de la digue pour pouvoir utiliser sa force en retour pour évacuer ce qui encombre le port? C'est tout à fait ça. C'est vraiment une opération hydraulique. Et c'est un projet qui a une valeur expérimentale à l'échelle de la baie de Somme? Oui, à l'échelle de la baie de Somme, et même au-delà, parce que la plupart des dépoldérisations qui se sont produites en France l'ont été après des tempêtes. Des brèches se sont produites par accident dans des digues et les pouvoirs publics ont décidé de maintenir en l'état. Là, ce sont les pouvoirs publics qui ont décidé de faire la brèche pour permettre l'extension du domaine maritime. Faire une brèche dans une digue, ça permet de redonner naissance à un milieu comme celui-ci, des marais maritimes, des prés salés, des molières en Picard, avec une végétation salée dense qui freine les vagues. Et les Anglais, sur certains secteurs comme Tollesbury ou Freston Shore, ont remarqué que ces opérations permettaient d'économiser énormément d'argent parce que, en fait, le milieu naturel s'autogérait, freinait les vagues, ce qui exonérait de renforcer régulièrement la réparation des digues. La dépoldérisation, envisagée pour pérenniser l'activité du port, permettra également d'enrichir la biodiversité de la baie en transformant des parcelles agricoles en zones maritimes. La progression des molières dans la baie a eu une incidence inattendue sur la vie locale. Depuis la deuxième partie du 19e siècle, s'est développée la chasse aux gabions. Cachés dans des cabanes enterrées, les chasseurs guettent l'arrivée des canards sauvages, des oies et autres oiseaux migrateurs. Les chasseurs ont creusé des mares artificielles. Ils ont creusé à la force de leurs bras, la sueur de leur front, avec grand renfort de pelles, de bêches et de brouettes. Ils ont creusé des mares pour retenir l'eau entre deux fortes marées, de manière à avoir une mare qui soit exploitable pour la chasse. Et votre hutte, elle est où? Ma hutte, elle se trouve juste en face, à environ 300-400 mètres de nous. Dominique Salès est responsable de l'association de chasse de la baie de Somme. C'est celle-ci, oui. La plupart de ces petites installations, 160 sur toute la baie, sont flottantes, reliées au sol par 4 chaînes. Lors des grandes marées, comme des bouchons, elles restent à la surface de l'eau. Avant de pouvoir réellement chasser, c'est les préparatifs qui vont commencer. C'est-à-dire il faut attacher les appelants. Les appelants, ce sont des canards vivants que l'on a domestiqués et qui, par leur chant, attirent le gibier convoité. D'accord, donc il faut les mettre en place. Donc il faut les mettre en place. Donc les cannes vont chanter naturellement, vont répondre naturellement à leur mâle. Par contre, lorsque des oiseaux vont passer, gibier ou non, ces cannes vont intensifier leur voix. Est-ce que le développement de la chasse ici est en lien avec l'ensablement de la baie de Somme? Ce type de chasse est lié à l'origine, oui, à l'ensablement de la baie de Somme. Enfin, peut-être pas le type de chasse, mais l'implantation des huttes de chasse. Au fur et à mesure que la baie s'est ensablée, la baie s'est végétalisée, et puis les chasseurs ont pu créer leur mare à hutte. Là, par exemple, c'est une espèce que j'ai reconnue, moi. C'est des collègues à vous, là. Ah, là-bas, c'est des collègues à moi. Voilà. Bon, là, ils reviennent non pas de la hutte, mais ils reviennent de la chasse qu'on appelle la chasse à la botte. Et vous, depuis, ça fait 40 ans que vous chassez? Ça fait 40 ans. Voilà. Vous avez vu ce paysage de la baie de Somme évoluer? Ah, je l'ai vu évoluer, je le vois se métamorphoser, mais d'une manière, on va dire, plutôt négative. L'ensablement est tel maintenant que la baie se végétalise de plus en plus,
et que les ressources alimentaires, tant pour les espèces de poissons, les espèces halieutiques que pour les oiseaux, est en train de disparaître. Paradoxalement, alors, l'ensablement a joué un rôle, a plutôt contribué à l'apparition de la chasse et aujourd'hui, il joue un peu le rôle inverse. Aujourd'hui, il a plutôt un rôle néfaste, voilà, tout à fait, oui, parce que la baie de Somme est en train de s'asphyxier. Hein. Et il faut s'adapter, la nature change, la nature, son changement, on le subit. Donc c'est à nous d'accepter ces modifications et puis les prendre à notre compte. Plus de 5 milliards d'oiseaux quittent chaque année le nord de l'Europe pour le bassin méditerranéen. La plupart fait étape dans l'estuaire pour se ravitailler. Patrick Triplet est conservateur de la réserve naturelle de la baie de Somme. Et quelle incidence va avoir l'ensablement de la baie de Somme sur la biodiversité ? Alors, l'ensablement de la baie de Somme sur la biodiversité va être assez important. On va avoir un changement de règne, c'est-à-dire qu'actuellement... Changement de règne ? Oui, nous sommes dans une baie de Somme caractérisée par ses vasières et ces sables vaseux dans lesquels il y a une multitude de petits invertébrés, ce qu'on appelle le bathos, dont se nourrissent ces oiseaux. Au fur et à mesure de l'élévation du niveau des sables, il y a de moins en moins de possibilités d'inondation par la marée. Donc ces invertébrés disparaissent et sont remplacés par de la végétation. Donc le règne animal est remplacé par un règne végétal. La baie de Somme ne va pas mourir en elle-même, hein, elle va changer d'état. Ça, ce sont des migrateurs, ça ? Alors, une bonne partie de ces oiseaux-là, effectivement, est migratrice. Ce sont des oiseaux qui vont rester là quelque temps, le temps de constituer des réserves énergétiques. Hein. Et en fait, un estuaire fonctionne comme une aire d'autoroute. Les oiseaux s'y arrêtent pour faire le plein avant de continuer le voyage. À nos pieds, nous avons de multiples petites bestioles. Ouais. Donc des petits coquillages, notamment les hydrobiles. Ce sont des tout petits coquillages qui font 2 mm. Ouais. Les tadornes de Belon, par exemple, ce gros canard bariolé, s'en nourrit. Ouais. Si l'ensablement se poursuit, il y aura une élévation du niveau du sol et les hydrobiles ne vont plus trouver les conditions favorables à leur développement. Donc ils vont disparaître. Donc les migrateurs ne vont plus récupérer la nourriture qu'ils recherchent. Quand ils se posent, ils vont essayer d'aller plus loin. Mais plus loin, qu'est-ce que c'est ? C'est l'estuaire de la Seine, par exemple, qui est déjà sursaturé en oiseaux. Donc l'ensablement a des conséquences locales, évidemment, paysagères, mais aussi plus générales. Oui. Et en fait, il faut toujours garder à la tête qu'un espace comme l'estuaire de la Somme fonctionne comme un maillon dans une voie de migration. Si ce maillon disparaît, c'est la voie de migration en elle-même qui est menacée. Et les phoques de la baie de Somme, ils vont être contrariés, hein ? Alors les phoques ne seront pas contrariés puisqu'ils sont sur des bancs de sable en dehors de l'estuaire. Et ces bancs de sable sont auto-entretenus par les marées. Donc on peut supposer que pour les quelques dizaines d'années à venir, il n'y aura pas de modification des conditions d'accueil des phoques à cause de cela, justement. Ça y est, la marée est à son maximum, là, Jean-Michel ? Oui, ça y est. Là, aujourd'hui, elle ne va pas aller plus loin. Mais il faut aussi bien dire qu'elle monte peut-être par rapport à les années antérieures de moins en moins haut parce que le sable, il y en a de plus en plus, le niveau monte de plus en plus, parce que le shore a progressé, tout ça. Alors il y a deux façons de voir les choses. Il y a une vision tout à fait pessimiste qui dit que dans 40 ans, on aura une prairie à vaches en face des tourelles au Crotoy. C'est une possibilité. D'autres disent qu'avec le réchauffement, etc., au contraire, il va y avoir des zones inondées, que la mer va revenir et tout ça. Après, l'homme, il ne peut rien faire contre. Il peut faire des chasses d'eau, il peut essayer, mais ça ne changera pas de toute façon la face du monde. Vous diriez que c'est un paysage qui meurt ou un paysage qui change simplement ? Non, un paysage qui vit, tout simplement, qui évolue, voilà.